Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir continuer à vous parler des microbes du sol et des cultures ici dans ce webinaire. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être un peu, ça va être totalement même la suite logique de ce dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire la semaine dernière avec les mycorhizes et le système microbien qui y est associé. Et en fait, là, on va parler des interactions microbiennes dans leur ensemble dans l'écosystème sol. Donc, il faut savoir que juste avant de commencer, il faut savoir que ce que je vais présenter là, c'est un secteur de recherche qui est très jeune, 10 ans tout au plus. Donc du coup, ça va être moins un cours comme il y a eu la semaine dernière et plus un rapport de l'état de l'art et de ce qu'on connaît, de ce qu'on ne connaît pas, de ces interactions du sol pour vous montrer un peu la complexité en fait de tout ça et qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette complexité en matière de bénéfices pour les cultures et pour l'agriculture en général. Alors, tout d'abord, donc je vous ai parlé déjà là, dans ma petite introduction préalable, euh, des interactions microbiennes, mais bon, les microbes, c'est quelque chose de vivant, et dans le vivant, en fait, l'essence même du vivant, c'est d'interagir. Et ce dont tout le monde a entendu parler pendant sa scolarité, même au plus jeune âge, c'est des chaînes trophiques, c'est-à-dire qui mange qui, comment et dans quel milieu. Et donc à une échelle simple, on est capable très facilement d'accéder justement à un ensemble d'interactions qui est cohérent et qui nous permet d'estimer un certain équilibre écologique dans un écosystème. Donc là, ce que vous voyez, c'est tiré d'un petit livre de classe préparatoire en France, donc pour des élèves très jeunes. Mais disons que ce niveau de complexité très simple va être beaucoup plus complexe. Ce niveau de relation très simple va être beaucoup plus complexe à partir du moment où on va en fait agrandir l'échelle d'observation et par exemple, voilà ce qui se passe dans un écosystème benthique, donc c'est-à-dire un écosystème marin, à partir du moment où on s'intéresse plus uniquement aux poissons et aux choses de ce genre, et avec une échelle géographique plus grande. Donc, c'est-à-dire une multiplication des interactions entre différentes sortes d'organismes. Mais encore là, ça reste simple et compréhensible. À partir du moment où on considère les microbes dans un écosystème, ça devient beaucoup plus complexe. Ce que vous voyez là, c'est l'ensemble des interactions microbiennes et de la macrofaune et flore dans un écosystème forestier. Alors, c'est impossible. Avec juste ces représentations-là, on voit juste une chose, c'est que c'est complexe. Et en effet, ça l'est. C'est-à-dire que si on regarde cette photo-là, où vous voyez une partie de la forêt équatoriale amazonienne et celle-là, où on a un beau champ de blé en France avec un peu de bocage, eh bien, on se dit que c'est absolument pas que c'est absolument pas la même chose, que on a une complexité différente et sur le principe, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va avoir une complexité botanique extrêmement différente entre la monoculture de blé et la forêt équatoriale diversifiée, notamment si on s'intéresse aux canopées. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe dans le sol, eh ben, ça va pas tant être différent que ça. Bien entendu, on va avoir des différences majeures en termes de composition, mais en termes de complexité du sol, eh bien, comme le sol est une grande inconnue, eh bien, les complexités sont relativement similaires. Et il faut savoir que cette complexité du sol se fait principalement parce que c'est un milieu hétérogène. C'est-à-dire que lorsque vous regardez un sol à une échelle beaucoup plus petite que juste l'échelle humaine, eh bien, on s'aperçoit que au sein d'un même centimètre cube de sol, on peut avoir des surfaces, enfin, on peut avoir des volumes d'eau, des plaquettes d'argile, des agglomérations particulières des différentes composantes du sol. Et
toute cette diversité en fait, de conditions environnementales, va créer des niches écologiques diversifiées, c'est-à-dire des lieux, ou des sortes de bulles dans lesquelles certains, microbes vont pouvoir, prospérer, tandis que d'autres vont préférer d'autres environnements. Voilà et il faut savoir que l'échelle à laquelle tout ça se passe, c'est quelques millimètres. Une bactérie, ça fait entre 1 et 10 micromètres. Donc quelques millimètres, c'est suffisant pour pouvoir, si on fait le parallèle, quelques millimètres cubes dans un sol, c'est l'équivalent d'une forêt en réalité et sachant que le sol est très complexe et donc très diverse, ça permet énormément de variations au sein de cet écosystème, ce qui fait que l'étude des communautés microbiennes devient quelque chose de difficilement prédictible. Voilà. Et ce sol, donc notamment au niveau de ces communautés, je vais vous montrer un peu ce qui reflète cette diversité-là. Donc là, bon, ce que vous voyez, c'est la première photo, c'est un lombric. Donc c'est pas un micro-organisme, mais c'est comment dire, une composante biologique du sol particulièrement importante parce qu'en fait, il va conditionner la vie de tout un tas d'autres micro-organismes, à savoir par exemple des champignons, des bactéries, des nématodes, des protozoaires, des zoomycètes, des algues et des virus. Voilà. Donc là, on a vu à peu près la plus grande partie des grands groupes biologiques microbiens qu'on est capable de rencontrer dans le sol. Et encore, j'en ai manqué. Il y aurait bien les archées, par exemple, qui sont un autre groupe d'organismes qu'on trouve dans le sol assez facilement. Mais disons que les variations du coup de niche écologique implique une multiplication des formes de vie et donc une complexification de l'observation de ces formes de vie qui sont déjà microscopiques et donc qui impliquent une difficulté observatoire. Et juste pour amener encore un peu d'eau à ce moulin, disant que c'est très complexe, il faut savoir que dans 1 cm3 de sol, on a environ 90 millions de cellules bactériennes, 4 millions d'actinomycètes généraux et 200 000 cellules fongiques. Ça, c'est juste pour les plus grands groupes qui sont relativement bien documentés dans la littérature scientifique. Et ça montre à quel point on a une diversité dans le sol. Et ça, c'est juste 1 cm3. Imaginez ce qui se passe à l'échelle d'un champ. Et donc, du coup, tout ce beau monde-là, dans le sol, va vivre tout simplement. Ce que vous voyez là, c'est l'essence même de la vie dans une cellule et globalement ce qui se passe lorsque un être vivant respire, c'est-à-dire qu'il fait le cycle de Krebs qui permet en fait la respiration et la production d'énergie. Sauf que dans le sol, en fait, pas tout le monde va respirer de la même manière. C'est-à-dire qu'il il y a certains organismes, comme par exemple ce que vous voyez ici, là, à gauche, hein, qui sont des levures, hein, qui, elles, sont connues pour faire du métabolisme anaérobie, c'est-à-dire qui ne requièrent pas d'oxygène pour fonctionner. Et les organismes aérobies, eux, vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser de l'oxygène pour pouvoir respirer. Et cette diversité de métabolisme va permettre justement une colonisation des niches écologistes très très diverses qu'il existe dans le sol, grâce justement à une adaptabilité certaine des micro-organismes. Et ces micro-organismes qui s'adaptent au sol et qui ont différents métabolismes, ça va se retrouver justement dans tous les cycles des nutriments, notamment du carbone, du phosphate, de l'azote. Et il se trouve que ces micro-organismes prennent une part active dans ces cycles-là. Par exemple, dans le cycle du carbone organique que vous voyez ici, on a l'oxydation qui est particulièrement impactée par l'aspect microbien du sol, mais aussi la fermentation et la photosynthèse, parce que les plantes sont directement, et les algues d'ailleurs du sol jouent un rôle direct dans justement la séquestration du carbone par photosynthèse, ainsi que la respiration et la dégradation des organismes morts qui, par un moyen ou par une autre, euh, implique des microbes à un moment donné.
Voilà, et il se trouve aussi que l'altération des roches sédimentaires fait aussi jouer des microbes. Alors ici, pour l'azote atmosphérique, on voit directement sur l'image qu'il y a pratiquement des microbes partout, à tout moment, pour la fixation, pour la décomposition, et pour particulièrement quelque chose d'intéressant en agriculture, parce que c'est ce qui se répand, c'est ce qui, comment dire, qui contribue à l'effet de sol, à l'effet de serre en agriculture, à savoir l'action des bactéries dénitrifiantes. Et du coup, ça montre que, encore une fois, on a une implication microbienne dans des cycles à très grande échelle qui est non négligeable. Pour le cycle du phosphore, on a de nouveau la même histoire qui se répète, c'est-à-dire que le phosphore soluble disponible est en partie disponible grâce à l'action des microbes. On a aussi la solubilisation du phosphate minéral qui se fait grâce à l'action des microbes, et le cassage et l'hydrolyse des matières phosphoriques organiques qui se fait aussi grâce à l'action des consortiums microbiens dans le sol. Je vous avais déjà parlé du phosphate, et notamment de son intérêt vis-à-vis des inoculations mycorhiziennes au sein des cultures. Et donc, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que l'ion phosphate, il est fixé dans le sol principalement par des oxydes de fer et d'aluminium, notamment dans les sols acides, et que les microbes permettent en fait exudent dans le sol des acides organiques que vous voyez ici, et ces acides organiques permettent en fait une meilleure libération, enfin une solubilisation en fait du phosphate inorganique, et donc du coup la possibilité pour les plantes d'y avoir accès. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on voit que au niveau de l'action microbienne, on a une complémentarité avec la plante. Mais il faut savoir que cette complémentarité entre plantes et microbes se reflète aussi entre microbes et autres microbes. C'est-à-dire que, regardons dans le sol, par exemple, un petit bout de matière organique. Ce petit bout de matière organique, ça va être le substrat sur lequel va pousser ou va croître des bactéries ou des champignons. Et l'organisme numéro 1, qui va arriver le premier sur le substrat, eh bien, il va arriver par dégradation enzymatique et commencer à le manger un peu. Mais cet organisme-là, il va faire une digestion partielle de ce substrat et va créer un composé ou un déchet qui lui est totalement inintéressant, parce que lui, il ne peut pas l'utiliser pour faire plus de respiration et produire plus d'énergie. Mais ce déchet-là va pouvoir être utilisé par un autre organisme qui va pouvoir ensuite le dégrader et refaire un déchet de ce déchet qui va être utilisé pour un organisme, etc. On appelle ça des chaînes cométaboliques, et l'existence de ces chaînes cométaboliques est aussi une des raisons pour lesquelles le sol est un écosystème aussi divers. Mais comme on a parlé de plantes et de microbes, on va un peu parler du microbiome de la plante. Donc, quand on regarde une plante comme ça, comme vous voyez ici, avec la tige, les feuilles, les racines et dans le sol, l'ensemble de la plante est couvert de microbes, que ce soit le dessus ou le dessous. Et cet ensemble de microbes, c'est le microbiote. C'est l'ensemble des micro-organismes d'un écosystème. Et là, l'écosystème en question qu'on prend en compte, c'est la plante. Et on a aussi le microbiome, donc qui est l'ensemble des gènes que possèdent les microbes dans cet écosystème que l'on est en train d'étudier. Et ce microbiome est directement structuré par la plante en elle-même, parce que la plante est un organisme vivant, qu'elle va exuder des particules chimiques dans ses racines qui vont, par chémiotactisme, c'est-à-dire par signal en fait de concentration de plus en plus forte, attirer tel ou tel microbe, notamment dans les racines. Les flavonoïdes et les strigolactoles permettent d'attirer des mycorhizes, ou de réaliser des symbioses racinaires pour fixer l'azote, comme c'est le cas des fabacées. Mais il faut savoir que la plante, si elle recrute ces microbes, c'est aussi parce que ces microbes lui apportent quelque chose. C'est-à-dire que le microbiote conditionne sa santé, et plus on a de diversité dans le sol au niveau du microbiote du sol, plus la plante va tendance à être en bonne santé. Donc ça, c'est tiré d'un article de Van der Eijden en 2016. Et ça mène directement à un nouveau concept qui existe depuis le début des années 2000,
enfin, qui a été bien approfondi par les Rosenberg dans leur publication de 2008, et c'est l'holobionte. Vous avez peut-être entendu parler de cette dénomination, et en fait, c'est un peu comme le microbiome, c'est-à-dire que l'holobionte, c'est l'unité d'organisation qui va définir un organisme hôte et l'ensemble de ses symbiontes ou de ces organismes microbiens associés comme un seul et même organisme autonome en termes biologiques et évolutifs. C'est-à-dire que lorsque la plante, par exemple, va émettre des graines, elle va aussi émettre une part de son microbiote associé à cette graine. Et du coup, on va avoir une coévolution sur le temps long extrêmement forte entre l'holobionte, donc c'est-à-dire le microbiote de la plante associé avec cette plante et la plante en question. Voilà. Et là, je vous ai mis une autre définition qui est l'hologénome, parce qu'on va en parler aussi, qui est en fait la somme des génomes de l'hôte et de ses symbiotes. C'est-à-dire on gomme la différence entre la plante et ces micro-organismes en considérant que tout ça fait un tout. Et enfin, c'est vraiment bon parce que à ce niveau-là, on est capable d'expliquer en fait tout un tas de mécanismes coévolutifs qui auparavant nous échappaient. Et du coup, la suite logique de cette théorisation de l'holobionte, c'est que si on change le génome de la plante, eh bien, on va changer aussi l'holobionte. Là, vous avez 4 publications qui en parlent. Mais il y a aussi le fait inverse. Si on manipule les communautés microbiennes de l'holobionte, eh bien, on va influencer la plante. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que dans cette holobionte, tous les microbes, là, eh bien, ils interagissent à foison. Et notamment, je vous ai parlé des chaînes cométaboliques. Et donc là, on a un premier type d'interaction. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas ce qui se passe dans le sol. Enfin, une dégradation dans le sol, c'est assez difficile à voir ou à conceptualiser. Donc du coup, c'est plus intéressant d'illustrer ça avec quelque chose de relativement proche, à savoir que là, vous avez une bûche qui se fait manger par un champignon. Mais par contre, ce qu'on n'y voit pas, c'est qu'il y a toute une chaîne de cométabolisme qui se produit sur cette bûche. C'est-à-dire que le champignon, il va dégrader la lignine, mais il va rejeter un certain nombre de déchets qui vont être utilisés par des bactéries pour pouvoir vivre, etc. Et ce que je vous développe là, en fait, c'est l'essence même en fait du saprophytisme. Le saprophytisme, en fait, c'est la capacité d'une espèce à dégrader la matière organique pour pouvoir vivre. Et ces différents organismes saprophytes, souvent, ils sont très occupés à faire leur dégradation au sein du sol et ils s'occupent assez moyennement enfin de faire, comment dire, autre chose. Et on nomme un peu ces organismes vis-à-vis des autres, par exemple de l'écosystème de la plante, comme des organismes commensaux, c'est-à-dire qu'ils existent aux côtés d'autres organismes et ils peuvent en tirer euh, une source de profitabilité, mais c'est sans danger pour les autres. Voilà. C'est un peu comme ce que vous voyez sur la photo à une échelle de macrofaune, comme les oiseaux qui vont venir épucer un grand mammifère. Globalement, le grand mammifère, s'il n'a pas trop de puces, ça va pas lui changer sa vie. Mais l'oiseau en question, il va pas prendre le pas sur quelconque trait biologique de l'animal sur lequel il se nourrit. Et puis on va avoir d'autres choses comme commensalisme, comme par exemple la morille que vous voyez ici, qui est tout à fait capable de faire son propre élevage de bactéries pour pouvoir s'en nourrir. Et comme ça, on a une sorte de domestication à l'échelle microbienne qui est assez intéressante à notifier. Voilà. Et je vous avais parlé la dernière fois aussi du réseau d'IF, donc de filaments fongiques dans le sol, et notamment de filaments mycorhiziens. Et il se trouve que ces IF sont utilisés comme moyen de commensalisme par un certain nombre d'acteurs, à savoir les bactéries. Et on va voir ce que ça fait. Donc, vous voyez, là vous avez un axe, donc 2 axes qui sont des axes des IF. Et les petits points verts que vous voyez sont des bactéries.
Et on va nommer ça les autoroutes des ifs. C'est-à-dire que les autoroutes IFO dans le sol sont en fait juste des ifs de champignons, mais il se trouve qu'entre l'if du champignon et le sol, qui est solide, il y a une interface qui s'appelle l'interface labile, qui est une interface liquide dans laquelle les bactéries et les organismes plus petits vont pouvoir se mouvoir et partir d'un point A vers un point B. Et du coup, coloniser d'autres espaces dans le sol que ceux auxquels ils étaient accoutumés. Et donc, du coup, on a vraiment une structuration et une intrication en fait microbienne, juste en parlant de commensalisme et de saprophytisme, qui est assez faramineuse et qui implique justement une mobilité microbienne dans le sol dont on était assez peu au courant avant justement ces découvertes. Et bien entendu, dans le sol, on a d'autres interactions, à savoir par exemple les symbioses mutualistes que vous voyez ici avec les ectomycorhizes, ou encore les nodulations racinaires des fabacées, ou tout simplement l'inclusion de bactéries endophytes chez les champignons. Et le mutualisme, en fait, la symbiose mutualiste, c'est l'interaction entre deux ou plusieurs organismes, et au cours de cette interaction, il y a un bénéfice réciproque entre toutes les parties prenantes. Ce qui n'est pas le cas du parasitisme, où justement, là, entre deux organismes, il y en a un qui prend le pas sur l'autre et qui en tire profit au détriment de l'autre. Voilà. Et du coup, si certaines espèces occupent une place particulière au sein de l'écosystème, par exemple, on prend le cas de micro-organismes importants qui réagissent avec une grande partie des autres microbes dans l'écosystème étudié et qu'on les retire de cet écosystème, on va constater un effondrement en fait du réseau biotique, un peu comme lorsqu'on s'attaque par exemple aux grands prédateurs dans des réseaux de macrophones, on va avoir une prolifération des espèces basales et un déséquilibre écologique. Et en fait, du coup, c'est ça, en fait, l'essence de ces organismes, donc ces organismes clés de voûte, ça va être de conditionner les relations biotiques, donc les interactions biotiques, au sein de l'écosystème. Et c'est des organismes particulièrement intéressants et qui ont justement, notamment dans le cadre de l'écosystème microbien du sol, un impact fort sur la santé des plantes et la santé des sols. Et du coup, ces différents organiques peuvent prendre différentes formes, à savoir, et être bénéfiques pour les cultures, à savoir, ça peut être des champignons qui piègent des nématodes de pathogènes. On peut avoir aussi des mycorhizes qui structurent le sol et qui favorisent la nutrition des plantes, ou encore des bactéries endophytes qui permettent une meilleure croissance ou une meilleure protection de la plante. Et tous ces micro-organismes-là, ils font partie de grandes familles, donc à savoir, là je vais plus particulièrement parler de champignons et de bactéries, mais il faut quand même bien conceptualiser qu'il existe beaucoup d'autres choses de ce genre. Et on a vraiment une diversité de profils microbiens extrêmement forte. C'est-à-dire que là, vous voyez la radiation évolutive des champignons et la radiation évolutive des bactéries qui est très, très, très diverse. Et ça, c'est juste pour les champignons et bactéries. Et donc, du coup, pour pouvoir conceptualiser tout ça, eh bien, on va essayer de compter, par exemple, combien d'espèces différentes on a dans un sol, et ça va nous donner des renseignements sur son écologie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir identifier la richesse fonctionnelle, c'est-à-dire le nombre de fonctions métaboliques d'un écosystème. C'est-à-dire que tous ces composantes microbiennes vont avoir des fonctions qui vont être différentes, mais la richesse fonctionnelle de toutes ces espèces-là va être inférieure à la richesse taxonomique parce qu'il y a convergence évolutive, c'est-à-dire que au sein de branches de l'arbre généalogique, enfin de l'arbre phylogénétique différent, on va avoir des organismes qui sont très différents, qui vont développer des mêmes adaptations à différents milieux et donc converger évolutivement. Et donc, du coup, plusieurs microbes partagent donc les mêmes fonctions écologiques et peuvent jouer le même rôle, par exemple, de symbiote pour une plante, alors qu'ils sont très différents. Mais du coup, la question pour nous, les scientifiques, et aussi pour pouvoir arriver à des applications intéressantes en matière d'amélioration agronomique, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à saisir cette énorme diversité, déjà de profils, et ensuite juste de nombre d'espèces. Eh bien,
pour ça, on va utiliser un raccourci plutôt que d'essayer d'aller regarder directement par des moyens optiques qu'est-ce qu'il y a dans le sol, ce qui est comme arriver à essayer de chercher une botte de foin, une aiguille dans une botte de foin. On va utiliser l'ADN ou l'ARN, c'est-à-dire l'ADN, c'est le support de l'information génétique qui est situé dans le noyau des cellules, et l'ARN, c'est en fait le produit de la transcription de l'ADN qui reflète les gènes exprimés par les organismes dans un certain milieu. Et à partir de ces molécules, on va pouvoir les viser très précisément et les découper en des morceaux spécifiques pour pouvoir identifier des champignons, pour pouvoir identifier des bactéries et pour pouvoir, par exemple, uniquement décider d'amplifier tel ou tel règne d'êtres vivants dans le sol. Donc, conceptuellement, ça se fait de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on prend la racine d'une plante, une brosse à dents, on gratte un peu, on met ça dans des tubes et on extrait l'ADN. À partir du moment où l'ADN est extrait, là, on va avoir besoin de l'amplifier pour pouvoir identifier justement ce qui se passe dedans et les différentes composantes du microbiome. Et donc, du coup, on va utiliser ce qu'on appelle la PCR, la réaction que je vous ai montrée la dernière fois, avec le target de séquences particulières et l'amplification de ces séquences pour pouvoir identifier les organismes ou les fonctions microbiennes auxquelles on a affaire dans le sol. Et là va intervenir quelque chose d'intéressant qui s'appelle le séquençage. Alors le séquençage, vous en avez probablement entendu parler avec l'épidémie de Covid, vu que on en parle beaucoup. Et en fait, oui, c'est vraiment à peu près la même chose qui se passe dans les laboratoires d'études du sol que ce qui se passe dans les laboratoires d'analyse pour détecter les tests Covid. C'est-à-dire qu'on va targeter des systèmes de base, donc des séquences particulières d'un organisme ou de plusieurs organismes, et on va amplifier tout ça par moyen de séquençage. Et donc, on va pouvoir identifier clairement quelles séquences sont présentes dans le milieu étudié. Et donc là, je vous ai mis les deux séquençages les plus utilisés généralement dans notre secteur, qui sont le séquençage MySeq et le séquençage HiSeq, dont les coûts diffèrent, mais qui sont par exemple pour le HiSeq utilisés pour identifier les fonctions microbiennes et le MySeq plutôt pour identifier des communautés sur la base de la taxonomie. Mais ce qui va être issu de ces séquenceurs, ça va être le reflet de la complexité du sol dont je vous ai parlé la dernière fois, enfin un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'on va avoir des fichiers. Donc là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est un fichier texte. On va avoir des millions et des millions de lignes de texte qui sont du code et où on va avoir ATGC avec des valeurs de qualité pour chacune des bases. Donc les ATGC, c'est les bases qui composent l'ADN ou l'ARN. Et ces bases-là vont nous permettre en fait de pouvoir étudier dans le détail la composition des communautés. Mais pour ce faire, d'abord, on va devoir utiliser des pipelines bioinfo. Et ces pipelines bioinfo sont en fait un moyen pour pouvoir synthétiser la complexité qui sort des séquenceurs. Mais je vous rassure, la complexité reste ici. C'est-à-dire que c'est ce que vous voyez là, c'est une table d'abondance, c'est-à-dire en gros un tableau avec le nombre de chacune des espèces de champignons ou de bactéries qu'on est capable de trouver dans le sol à l'issue du séquençage et donc du coup de l'identification précise de qui est quoi en matière d'ADN ou d'ARN dans le sol. Et je vous assure que tout de suite, là comme ça, je pense que vous-même vous vous dites, mais comment on fait pour appréhender ce qui se passe là-dedans et traduire ça euh, en réalité écologique? Alors là, on va rentrer dans le monde merveilleux des statistiques multivariées et je vais vous en expliquer juste un peu. C'est-à-dire que lorsque on prend un être humain et sa conceptualisation de l'espace, nous, on arrive très bien à concevoir des choses en 3 dimensions, donc à savoir hauteur, largeur, profondeur. Et les choses se compliquent un peu quand on passe à la 4e dimension, c'est-à-dire quand on ajoute le temps. Eh bien, il faut savoir que lorsqu'on revient à notre table, pour imaginer et pour arriver à comprendre ce qui se passe dans un écosystème, il faut voir chacune des espèces de l'écosystème comme une variable, un axe dans le volume qu'on veut comprendre. Et quand on arrive à gérer 10 000, voire plus, espèces de champignons en même temps,
Il faut s'imaginer la conceptualisation d'un espace à plus de 4 dimensions. Et cette dimensionnalité-là va, grâce à des outils statistiques et notamment les analyses de réseau, va nous permettre en fait d'identifier des dynamiques de communautés différentes. À savoir, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on a là, c'est le papier de Van der Heygen que j'ai déjà précédemment cité, qui montre en fait les différences fonctionnelles entre et les différences de diversité entre une ferme conventionnelle et une ferme organique, et du coup qui montre en fait qu'on est capable d'identifier des dynamiques différentes grâce à des gestions différentes de fermes pour identifier des dynamiques de communauté comment dire, des dynamiques de communauté qui sont du coup différentes. Je suis un peu mêlé là. Mais du coup, on a vraiment un intérêt à construire des réseaux microbiens pour arriver à comprendre ce qui se passe dans le sol et à voir comment est-ce que tout ça interagit. Et on voit que ces espèces-là, notamment les champignons et les bactéries, sont quelque chose d'important pour la structuration des communautés du sol. Et je vais vous en montrer quelques exemples, à savoir de mes propres publications, et notamment une publication que j'ai fait en collaboration avec Claudia Goyer et Cameroun Nahar à Agriculture Canada. Et du coup, on va voir un peu dans le détail qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'intéresse à des communautés de ce genre. Donc ici, on a le premier papier dont je vais vous parler qui parle en fait du canola et de ces réseaux fongiques. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu un réseau fongique pour la première année, assez diversifié, donc issu d'un certain nombre de diversifications de rotation de culture pour vraiment avoir le plus de diversité et d'hétérogénéité de milieux possible, et donc avoir du coup davantage de variance au niveau de la composition des communautés. Et ce que vous voyez là, par exemple, sur l'organisme en jaune, c'est l'identification d'organismes clés de voûte qui structurent le réseau. Et par exemple, celui-là, l'OTU 14 qui est en jaune, est particulièrement impliqué dans le réseau parce que c'est l'organisme qui relie le plus d'interactions positives. Donc en vert, les interactions positives, en rouge, les interactions négatives. Et on va voir qui est-ce qui comment dire, se retrouve le plus fréquemment avec qui. On va pouvoir tisser le réseau comme ça. Et dans l'année suivante, avec même système de culture, même parcelle, même champ, ben, on a un effondrement total de l'interactivité des champignons. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est totalement lié avec un changement de météorologie très important. C'est-à-dire que l'année précédente, on avait une sécheresse, et cette année-là, on a une abondance d'eau. Et donc, du coup, un chamboulement des conditions dans le champ qui aboutit justement à une dynamique écologique totalement différente. Et ça se voit directement sur la façon dont on est capable d'identifier les interactions microbiennes dans un réseau. Ensuite, on s'est intéressé dans un second article à ce qui s'est passé, notamment dans les mêmes champs, dans les mêmes cultures et dans les mêmes parcelles et mêmes échantillons, à ce qui se passait du côté bactérien. Et là, on a pu observer quelque chose d'encore plus intéressant, c'est-à-dire que on a bien identifié des organismes clés de voûte, donc ce que vous voyez en rouge là, donc ici, là et là. Et au niveau de ces organismes clés de voûte, donc qui ont une importance pour l'écosystème, eh bien, on a retrouvé les mêmes associations d'année en année. C'est-à-dire qu'on a la constitution d'une cohorte microbienne, c'est-à-dire une association pérenne dans le temps de 2 microbes ou plus, dont un taxon clé de voûte. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'on est capable de retrouver ça chez la patate, ce qui montre ici, là, je vous ai montré notamment les OTU clés de voûte, et on voit ici qu'on les retrouve d'année en année, donc ça c'est année 1, année 2. Et du coup, c'est important parce que ces cohortes microbiennes-là permettent la manipulation beaucoup plus précise des communautés microbiennes et possiblement l'amélioration de la production en champ. Mais bon, pour l'instant, tout ça, c'est des résultats expérimentaux et notamment des résultats de sciences et donc d'écologie théorique qui n'ont pas encore d'application en champ. Mais du coup,
sur un temps plus long, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour ça? Eh bien, principalement, la chose à plus court terme qui va arriver, c'est qu'on va être capable d'isoler les microbes clés de voûte et leurs cohortes qu'on a identifiés dans telle ou telle production et tel ou tel champ. Et on va identifier leur fonction écologique grâce au séquençage HiSeq, par exemple, ou tout simplement à des tests réalisés en milieu de culture. Mais une fois que ça sera fait, ça va prendre un certain temps, on va pouvoir à moyen terme créer des consortiums microbiens à partir de ces cohortes et donc faire des tests de manipulation de communauté pour voir comment est-ce que les plantes y réagissent. Est-ce qu'avec telle ou telle communauté, on est capable d'augmenter la résistance de la plante à la sécheresse, par exemple, ou arriver ensuite, après, en conditions réelles ou en serre, à augmenter le rendement de ces différentes cultures. Et enfin, une fois que tout ça, ça sera bien tassé et résolu, on va pouvoir évaluer l'efficacité de ces consortiums et mettre en pratique directement ces connaissances pour une meilleure gestion de l'agriculture et contribuer justement à la durabilité de nos écosystèmes agricoles et leur intégration dans les écosystèmes généraux en entier. C'est donc ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vais tâcher de répondre au mieux aux questions si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, oui, on a quelques questions. Alors, je vais peut-être t'inviter quand même à ouvrir ton petite application parce qu'il y en a une qui est assez longue. Ouais, Alors, ok. je voudrais quand même que tu puisses la lire avec moi Pas de quand on sera souci. rendu là. Alors, je vais y aller tout de suite avec la première question. Dans le fond, on demande si les mycorhizes peuvent aider en culture de carottes, tomates, aubergines, mais en même temps, on parlait un peu de culture maraîchère, melon d'eau, oignons, bon, maraîchère en général. Et puis, la personne demandait aussi s'il y avait des mycorhizes en particulier, tu sais, parce qu'il y a des sortes différentes de mycorhizes qui peuvent aider plus, mettons, par rapport aux cultures maraîchères. Alors oui, pour les mycorhizes, tous les légumes que vous avez cités font des symbioses mycorhiziennes dans leurs racines, et les symbioses mycorhiziennes sont connues pour améliorer l'état de santé de la plante en général. Alors après, il y a des inoculums qui sont produits par des firmes semencières qui sont tout à fait capables d'augmenter votre rendement en matière maraîchère, mais il faut savoir que c'est pas non plus une science exacte. C'est-à-dire que si la plante inoculée avec comment s'appelle un champignon mycorhizien va être capable de produire plus. Ça va aussi dépendre des conditions environnementales, des conditions de sol. Ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est-à-dire que le microbiome en lui-même, il va être capable d'aider la plante et les organismes mycorhiziens plus particulièrement, mais il faut aussi prendre en compte l'environnement tout simplement dans lequel la plante pousse. Voilà. Je ne vous entends plus, Patricia. Excuse-moi, j'avais Pas de oublié d'ouvrir souci. mon micro. Désolée. Alors, pour la deuxième question, c'est celle-là que je t'invite peut-être à lire avec moi. On parle du livre Jamais seul de Ah, Marc-André oui. Sellos. Puis, je vois que tu connais. Alors, il explique en détail ce qui se passe avec les endophytes et la principale graminée hôte, la fétuque élevée ou tall fescue, et en conclut que c'est pour ainsi dire une impasse évolutive à cause de tous les problèmes digestifs que cela cause à la macrofaune herbivore. Puis là, il dit d'ailleurs, dans les parcs nationaux aux États-Unis, l'utilisation de tall fescue ou endophyte est interdite. Puis là, il voulait, dans le fond, savoir qu'est-ce que tu en penses. Alors, je connais très bien Marc-André Sellos, hein. J'ai travaillé 2 ans avec lui en France et c'est quelqu'un de vraiment génial. Et donc, je n'ai pas lu ce livre, par contre, mais je sais que je connaissais le cas de la fétuque, mais du coup, j'aimerais savoir en quoi, en fait, c'est une impasse évolutive, parce que comment ça s'appelle, la coévolution entre un endophyte et une plante, notamment une herbacée, souvent, c'est pour réagir, enfin souvent, dans un certain nombre de cas, ça peut être pour réagir justement à une prédation, et la prédation en question, c'est le broutage ou tout simplement le fait que cette plante soit utilisée pour pouvoir nourrir d'autres choses. Et du coup, ça induit un stress sur la plante qui doit refaire pousser notamment tout un tas de tiges et de feuilles, et du coup, il y a un coût forcément à cette prédation.
Donc, si on peut voir cette association entre la fétuque élevée et ces organismes symbiotiques foliaires comme une coévolution pour éviter cette herbivorie. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est une impasse évolutive, parce que ça va permettre à la plante justement d'avoir de meilleurs rendements. Enfin, une meilleure survivabilité, tout du moins, parce qu'elle va moins se faire brouter et donc du coup, pouvoir potentiellement vivre plus longtemps comment dire, et se reproduire plus. Voilà, je sais pas, là après comme c'était pas vraiment une question, ah si, c'était une question? Je sais plus. Bon bref, je sais pas si j'ai vraiment eu la possibilité de répondre correctement, mais disons que je vous ai donné mon idée là-dessus et prenez-la avec un grain de sel parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, quoi. Voilà. Donc, ben, merci quand même pour tes commentaires. Et puis, de toute façon, ben, tu pourras peut-être voir en privé Pas de plus souci. tard avec la personne qui a posé la question. Alors, je vais y aller avec la prochaine question. Y a-t-il des études comparatives de l'effet des mycorhizes en fonction des types de sols, argileux, sableux, limoneux, en agriculture et plus particulièrement en maraîchage? Probablement que ça doit exister, oui. Cependant, je vous avoue que c'est pas vraiment mon domaine. Moi, je suis beaucoup plus en écologie théorique et notamment en modélisation des réseaux d'interaction microbiens, comme vous avez pu le voir là. Je pense que oui, en effet, les types de sols structurent. Bah, d'ailleurs, je l'ai vu dans mes études, hein, le fait qu'on ait différents types de sols sur différents champs montre des structures de communauté donc très, 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 très différentes avec des compositions. C'est-à-dire quand je parle de structure de communauté, je parle de la composition, c'est-à-dire quels ensembles d'espèces on va retrouver associés les unes aux autres. Et oui, donc du coup, oui, on a comment ça s'appelle, des communautés différentes, et à savoir que les mycorhizes et les champignons en général réagissent très fortement au type de sol. Donc on ne va pas avoir comment dire, les mêmes communautés mycorhiziennes dans un sol argileux ou dans un sol limoneux ou sableux tout simplement, et donc du coup pas les mêmes espèces de plantes qui y poussent non plus. Alors, on dit, est-ce qu'il est vrai de dire que les cohortes microbiennes, particulièrement les mycorhizes, ont des effets positifs sur les cultures, principalement en conditions pédoclimatiques difficiles? Oui, je pense que ça peut être vrai et en même temps, ça dépend quelles conditions encore une fois. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse à leur action en agriculture, et notamment ce dont j'avais parlé dans la précédente conférence, c'est qu'il va y avoir un ensemble en fait de conditions environnementales qui vont favoriser ou non la mise en place de symbiose. À savoir, ça va être principalement les amendements en phosphate ou en azote, donc qui vont, si le phosphate et l'azote sont en trop grande quantité et directement disponibles pour la plante ne va pas se fatiguer à dépenser trop d'énergie à faire des symbioses. Et ensuite, après, on va avoir des pratiques agricoles, notamment le labour et notamment toute la mécanique agricole du sol qui va aussi influencer de manière assez négative la présence de ces inoculums microbiens dans le sol. Mais disons que oui, en conditions difficiles, c'est-à-dire sans apport de nutriments, par exemple dans l'agriculture du Sahel et des agricultures vivrières africaines, une plante va forcément avoir besoin de ces mycorhizes pour pouvoir produire correctement. Et du coup, c'est là tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des plantes qui ont une capacité interactionnelle plus importante. Par exemple, c'est le cas de plusieurs missions du CIRAD et de l'IRD en France, hein, qui s'intéressent au sorgho et au mil pour pouvoir arriver à booster la capacité euh, mycorhizienne de ces plantes-là. Le problème, c'est que parfois, dans les sélections qui se passent au niveau de ces plantes, ben, on a la capacité des plantes à faire plus de mycorhizes, mais ça ne se traduit pas forcément par une augmentation du rendement. C'est-à-dire que tout ce qui est symbiose dans le sol, c'est vraiment des tons de gris. Il n'y a jamais vraiment, bon après il y a quelques cas de symbiose mycorhizienne où tout se passe dans le meilleur des mondes et puis on a deux organismes mutualistes qui se profitent mutuellement, mais en fait il faut voir les symbioses comme étant vraiment des nuances de gris de parasitisme. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir un décalage de l'aiguille de la balance vers un
ou l'autre des parties prenantes de la symbiose. Et même si on appelle ça des symbioses mutualistes, le champignon peut quand même avoir il peut avoir un petit effet détrimental sur la plante, ou tout simplement des effets qu'on n'est pas capable d'identifier à proprement parler directement en observant la chose, quoi. Ben, je crois que ça confirme un peu, là, parce qu'il y a comme rajouté un autre commentaire suite à sa question qui disait qu'en conditions de production optimale, elles sont quand même utiles ou est-ce qu'elles limitent les rendements? Je pense que c'est comme tu dis, Euh, ça peut être un ou l'autre. alors, limiter les rendements, non, enfin, ou pas trop. Ça dépend des conditions mécaniques de labour du sol. Si on a une perturbation forte, notamment de l'écosystème mycélien dans le sol, on va avoir, il y a des cas qui sont renseignés dans la littérature, et là je vous redirige vers la conférence de la semaine dernière, qui montrent en fait le fait que ces micro-organismes, notamment les champignons mycorhiziens à if fin, peuvent avoir un effet détrimental sur la production agricole, mais globalement, c'est des effets qui sont légers. Ça ne va pas être aussi violent que, par exemple, un champignon parasite qui va s'attaquer à une culture, une monoculture, où là, on va avoir une perte très, très, très forte dans le champ, quoi. Ben, merci pour ces précisions supplémentaires. Pas de Alors, souci, la prochaine question est encore un petit peu longue, là. Je vais essayer de parler lentement. pas de Alors, souci. c'est comment opérationnaliser l'analyse macro de la vie du sol? À l'échelle de la Ah. ferme, devrait-on analyser nos sols pour leur diversité microbienne, ADN, ARN, et comparer d'année en année nos résultats pour tenter de comprendre l'impact des pratiques ou des rotations? Ou bien la multiplicité des variables, gel hivernal, pluviométrie, sécheresse, en plus des pratiques et des rotations, rend nul le suivi pluriannuel. Ah non, non, non. Le suivi pluriannuel, c'est essentiel quand on veut essayer de comprendre ce qui se passe dans le sol. Et même, il faudrait avoir plus que ça. Le problème, c'est qu'en fait, souvent dans les laboratoires, on est limité par le facteur financement. Et le séquençage, et notamment le séquençage des fonctions microbiennes, ça coûte très très cher. Il faut, par exemple, pour une plaque de 96 puits, il faut compter environ 5 000 $ pour pouvoir séquencer la taxonomie des organismes, juste des champignons ou juste des bactéries, dans ces 96 échantillons de sol. Et il se trouve que si on arrive à multiplier, c'est-à-dire qu'en gros, il faut imaginer que ces extractions d'ADN, là, c'est un peu comme on prend une photo à un temps T de la communauté du sol, et on a juste la capacité de décrire ce qu'il y a sur cette photo. Et forcément, ça ne suffit pas parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, dans tel sens ou pas. Et avoir déjà une multiplicité de conditions environnementales, une multiplicité de couverts végétaux, ça va permettre de faire varier tout ça. Et si en plus on prend plusieurs photos, on va avoir une variance qu'on va pouvoir comparer entre les photos. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir tirer bien plus d'informations de ce qui se passe dans le sol et de comment est-ce que ces communautés réagissent aux différentes perturbations à un temps T. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer la pluviométrie à chaque fois qu'on fait l'échantillonnage, par exemple, ou tout simplement la variation du couvert au niveau du soleil, ou les variations qu'on observe au niveau du couvert végétal, les variations saisonnières. Enfin bon, bref, le vivant, c'est quelque chose qui varie. Et plus on va pouvoir intégrer de variations au sein de nos observations, plus on va pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc oui, le suivi pluriannuel est essentiel à la compréhension de ce qui se passe dans le sol. Et une des raisons pourquoi est-ce que le sol est si peu compris actuellement, c'est bien parce que, un, c'est complexe, et de deux, ça varie tellement qu'il va falloir pouvoir arriver à faire énormément d'observations et que ces observations coûtent cher.